Et si je vous disais que certains films pourraient changer votre rythme cardiaque? Ce ne sont pas seulement des films d'action, ce sont les sensations ultimes, les légendes du cinéma où le danger semble réel et chaque seconde compte. Aujourd'hui, nous comptons les 25 plus grands films d'action jamais réalisés, tels que Vus à travers les yeux du critique légendaire Roger Ebert. Ce sont des histoires où les héros s'élèvent, les légendes naissent, et chaque battement de cœur pourrait être le dernier. Des poursuites défiant la gravité aux batailles qui ont changé le cinéma. Ces films ont fixé le standard de l'adrénaline à l'écran. Alors prenez votre siège. Voici le temple de la renommée des films d'action et le voyage ne fait que commencer. The Wild Bunch. Il y a des films qui définissent une époque, et puis il y a ceux qui la brisent, en voyant ces morceaux brisés dans le futur. Le film The Wild Bunch de Sam Peckinpah est à la fois un éloge funèbre pour l'Ouest américain et une vision intransigeante de la violence qui changera à jamais le langage du cinéma d'action. La séquence d'ouverture avec ses enfants brûlant des scorpions avec joie est une métaphore brutale de la vision du monde du film. L'innocence n'est pas seulement perdue, elle est piétinée. La bande de hors-la-loi de Peckinpah, menée par Pike Bishop de William Holden, est composée d'hommes hors du temps, luttant pour la dignité, alors que le monde qu'ils dominaient autrefois leur échappe des mains ensanglantées. Mais ce n'est pas seulement à propos de la violence, c'est à propos du poids des choix, des liens de fraternité et de la beauté tragique des causes perdues. Les scènes d'action du film, en particulier la fusillade finale, sont orchestrées avec une précision ballétique, en utilisant le ralenti et le montage alterné, non pas pour glorifier la violence, mais pour en révéler l'horreur. Peckinpah ne recule pas, ni le public. Aux yeux d'Ebert, La Horde sauvage n'est pas seulement un excellent film d'action, c'est un jugement, un film qui nous oblige à regarder au cœur des ténèbres pour trouver, sinon la rédemption, au moins la compréhension. Goldfinger. Goldfinger est le moment où James Bond est devenu un phénomène mondial, un mélange enivrant de danger, d'esprit et d'excès purs et stylés qui définirait non seulement une franchise, mais aussi un genre. Le James Bond de Sean Connery est à son apogée iconique. Chaque réplique livrée avec un sourire en coin, chaque scène d'action crépitant de tension et d'invention. C'est le film qui nous a offert l'Aston Martin DB5 avec tous ses gadgets, l'échappée de justesse au faisceau laser, et le méchant inoubliable Auric Goldfinger de Gert Frobe, un homme aussi flamboyant que sans pitié. L'action est à la fois élégante et inventive. Ebert a loué la façon dont le film équilibre le spectacle avec l'ingéniosité, sans jamais laisser les explosions éclipser les personnalités. Et puis, il y a la chanson-titre de Shirley Bassey qui ne fait pas que donner le ton, elle le définit. Goldfinger est à la fois une escapade fantastique et un commentaire subtil sur le monde de la guerre froide. Dans le monde d'Hébert, ce n'est pas juste un film d'action, c'est le modèle, la référence en or par laquelle toutes les futures aventures d'espionnage sont mesurées. La mort aux trousses. La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock est un rêve fiévreux de suspense, d'esprit et de mouvement incessant. Roger Thornhill, joué par Cary Grant, un homme ordinaire pris dans un engrenage d'erreurs d'identité et d'intrigues internationales, passe des rues de New York aux plaines venteuses du Midwest, pourchassé à la fois par des agents gouvernementaux et par une conspiration qu'il comprend à peine. L'action ne se limite pas seulement aux scènes spectaculaires, bien que la poursuite avec l'avion agricole et le climax au sommet du mont Rushmore soient à juste titre légendaires, mais aussi à la façon dont Hitchcock orchestre le suspense lui-même. Chaque scène est un puzzle, chaque évasion un coup de chance ou d'esprit. Ebert a toujours apprécié la façon dont North by Northwest utilisait l'humour comme soupape de décompression, permettant au public de reprendre son souffle avant de le replonger dans le danger. Dans un monde où l'action peut être mécanique, Hitchcock la rend psychologique, enracinée dans le caractère et la peur primordiale d'être chassé. Peu de films équilibrent tension et amusement aussi parfaitement que celui-ci. Cela reste un modèle de propulsion cinématographique, Les Sept Samouraïs. Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa n'est pas seulement un film d'action, c'est une épopée, une réflexion sur l'honneur, le sacrifice et le fardeau de la violence. Son influence rayonne vers l'extérieur, remodelant tout, des westerns hollywoodiens aux blockbusters modernes. L'histoire est apparemment simple. Un village engage 7 samouraïs pour les défendre contre des bandits, mais Kurosawa insuffle de la vie à chaque instant. Chaque personnage est inoubliable, du chef sage et fatigué incarné par Takashi Shimura à l'outsider imprévisible et tragicomique de Toshiro Mifune. L'action est brute et immédiate. La bataille culminante sous la pluie est aussi brutale que belle, comme peu d'autres scènes filmées. Mais ce qui élève les 7 samouraïs, c'est son cœur. Le sentiment que chaque vie, chaque choix a du poids. Ebert a reconnu la capacité de Kurosawa à
Mélanger action et philosophie pour créer non seulement des sensations fortes, mais aussi de l'empathie. C'est un film où chaque coup d'épée compte et où l'héroïsme se mesure non par la victoire, mais par le sacrifice. Jaws. Avant Jaws, l'été n'était qu'une saison. Après Jaws, c'est devenu un événement cinématographique, un moment pour des montagnes russes d'émotions et une peur collective. La percée de Steven Spielberg n'est pas seulement un film de monstres, c'est un exercice savamment tendu de suspense, de personnages et d'actions parfaitement synchronisés. Le requin peut être en tête d'affiche, mais c'est le trio au centre du film. L'embattled Chief Brody de Roy Scheider, l'intellectuel Hooper de Richard Dreyfuss et le légendaire Quint de Robert Shaw, qui donnent au film sa profondeur. La tension est augmentée autant par ce que vous ne voyez pas que par ce que vous voyez. La retenue de Spielberg, forcée par un requin mécanique défectueux, transforme chaque ondulation de l'eau en cause de panique. Lorsque l'action explose, elle est à la fois cathartique et terrifiante. Ebert remarquait souvent que les dents de la mer concernaient moins la créature et plus les gens, leurs peurs, leur courage, leurs échecs. Le film a établi la norme pour les blockbusters modernes, mais son âme réside dans son humanité. Le bon, la brute et le truand. Si les films d'action sont une question de style, Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone est une révolution. Ici, chaque regard, chaque mouvement de doigt, chaque note de la partition immortelle d'Ennio Morricone est un acte de violence. La guerre civile fait rage en arrière-plan, mais le véritable conflit est entre les hommes. Le blond stoïque de Clint Eastwood, Angel Eyes glaçant de Lee Van Cleef et Tuco électrique d'Eli Wallach. Leone pousse le genre à ses limites, transformant chaque fusillade en une opéra de tension et de relâchement. La confrontation finale, un trio de regards et de nerfs dans un cimetière décoloré par le soleil, est autant une question de psychologie que de balles. Ebert a reconnu l'art du film, sa volonté de s'attarder, de laisser l'action monter comme le tonnerre avant la tempête. Ce n'est pas qu'un western ou un film d'action, c'est un mythe, un rêve fiévreux de cupidité, de violence et de grâce inattendue. French Connection. Les rues de New York n'ont jamais été aussi vivantes ou dangereuses que dans French Connection de William Friedkin. Popeye Doyle de Gene Hackman est un anti-héros pour les âges, aussi implacable dans sa poursuite que moralement compromis. L'action du film est ancrée dans la dureté, avec des courses-poursuites qui semblent téméraires et incontrôlées, des fusillades désordonnées et imprévisibles. La célèbre poursuite sous le train aérien n'est pas seulement excitante, elle est épuisante, le genre de scène qui vous laisse essouffler et secouer. Ebert admirait French Connection pour son refus de romantiser la violence. La ville est un labyrinthe de vesses, et la poursuite de la justesse est désordonnée, souvent infructueuse. Mais l'adrénaline est réelle, les enjeux jamais en doute. C'est l'action, comme chaos, comme obsession, comme un rêve fiévreux de poursuite. Superman. Avant que les super-héros ne deviennent un pilier cinématographique, il y avait Superman, un film qui osait inviter le public à croire qu'un homme pouvait voler. La vision de Richard Donner est à la fois sincère et palpitante, un mélange de scènes impressionnantes et d'enjeux émotionnels authentiques. Christopher Reeve est parfait. Son Superman est noble, doux et discrètement humoristique, tandis que son Clark Kent est un modèle de charme maladroit. L'action est adoucie par l'émerveillement. Le premier vol de Superman, le sauvetage de Lois Lane, la spectaculaire séquence de l'hélicoptère. Ce qu'Ebert a le plus apprécié, c'était la sincérité du film. Superman n'est pas cynique. Il embrasse le mythe à bras ouverts, faisant confiance au fait que les spectateurs veulent être inspirés. Chaque coup de poing, chaque saut est ancré dans le caractère, dans l'espoir que la bonté peut encore triompher. Les aventuriers de l'Arche perdue. L'aventure a un nom, et c'est Indiana Jones. Les aventuriers de l'Arche perdue est une pure énergie cinétique. Une aventure mondiale remplie de périls, d'esprit et de décors inoubliables. L'Indy de Harrison Ford est le héros ordinaire, meurtri, battu, et toujours une étape d'avance, parfois par accident. La mise en scène de Spielberg est sobre et inventive. L'action est à la fois palpitante et centrée sur les personnages, de la poursuite avec le rocher à la bagarre sur le camion. Ebert a adoré la façon dont le film marie les sensations fortes des anciens serials avec l'art cinématographique moderne, sans jamais laisser le public reprendre son souffle trop longtemps. Raiders est la définition même d'un classique d'action, amusant, drôle et captivant. C'est un rappel que parfois le plus grand trésor est l'aventure elle-même. Le pont de la rivière Kwai. Au fond, Le pont de la rivière Kwai est un film sur l'obsession, le devoir et la folie de la guerre. David Lean crée de l'action, non seulement à travers des explosions,
Mais à travers le choc des volontés, le colonel Nicholson, incarné par Alec Guinness, et Saito par Sessue Hayakawa, deux hommes enfermés dans une lutte d'orgueil et de survie. La construction du pont est un exploit d'ingénierie et de narration. La tension monte lentement, méthodiquement, jusqu'à éclater dans un final aussi inévitable que dévastateur. Eberl appréciait la patience de Len, sa volonté de laisser le suspense mijoter. L'action du film n'est jamais gratuite. Elle est motivée par les personnages, par le terrible calcul de la guerre. Le pont de la rivière Kwai ne parle pas seulement de ce que les hommes font, mais pourquoi? Et la réponse n'est jamais simple. Stagecoach. Bien avant que les films d'action ne deviennent un genre à part entière, Stagecoach de John Ford a établi le modèle. Une leçon magistrale de narration collective, de tension et de libération explosive. Ce qui rend Stagecoach remarquable, ce ne sont pas seulement ces légendaires scènes de poursuite ou la traversée périlleuse en territoire hostile. C'est la façon dont Ford superpose l'action avec l'humanité. Au centre, il y a John Wayne, dans son rôle qui le rendit célèbre en tant que Ringo Kid, un homme avec un passé, mu par la vengeance, mais défini par une sorte de maltraitance, d'essence. La diligence est remplie de parias, chacun portant des secrets, des espoirs et des déceptions. L'action du film, qu'il s'agisse de l'attaque tonitruante par les Apaches ou du duel tendu, est toujours ancrée dans le caractère. Chaque coup de feu tiré, chaque cheval galopé, révèle quelque chose sur qui sont ces personnes et ce qu'elles sont prêtes à risquer. Ebert vénérait Stagecoach non seulement comme un western, mais comme l'un des films américains fondateurs, un film qui a fait de l'action. Significatif, sans jamais laisser le spectacle éclipser l'âme. Sous la direction de Ford, le voyage ne se fait pas seulement à travers un paysage, mais franchit aussi les frontières de la classe, de la moralité et de la survie. Scarface. Scarface, de Brian De Palma, est un film d'action, une saga criminelle et une descente opératique dans l'abîme, tout enveloppé dans un rêve fiévreux des excès des années 1980. Le Tony Montana d'Al Pacino est une force de la nature. Son ascension et sa chute peintes avec des traits aussi larges et violents que n'importe quelle tragédie grecque. Ce qui distingue Scarface des autres épopées de gangsters, c'est son énergie brute et non filtrée. La violence est choquante, presque grotesque dans son excès, mais jamais sans but. Chaque scène d'action, qu'il s'agisse de l'horreur à la tronçonneuse dans l'hôtel, ou du massacre culminant « Dis bonjour à mon petit ami », sert de reflet de la décomposition de la psyché de Tony, de sa faim insatiable et de l'autodestruction qui l'accompagne. Ebert était fasciné par la manière dont De Palma utilise le stealth, la caméra glissant à travers les clubs nocturnes éclairés au néon, la paranoïa alimentée par la cocaïne, le sentiment croissant d'inévitabilité. Scarface est autant un portrait du rêve américain tourné au vinaigre qu'une œuvre de cinéma d'action. Chaque balle est un point de ponctuation dans une histoire de cupidité, d'ambition et des conséquences de la violence. Gunga, Dan. Avant que le mot blockbuster ne soit inventé, il y avait Gunga Din, une vaste et palpitante aventure inspirée du poème de Kipling, débordant d'action, de spectacle et d'une sorte d'exubérance juvénile. Cary Grant, Victor McLaglen et Douglas Fairbanks Jr. sont le trio par excellence, des soldats de fortune, trébuchant dans une Inde coloniale sauvage et dangereuse, toujours un pas en avance sur le danger et la discipline. Les scènes du film sont légendaires, des ponts de cordes se balançant au-dessus des ravins, des bagarres chaotiques, des charges de cavalerie qui semblent engloutir la terre elle-même. Mais ce qui donne son pouls à Gunga Din, c'est la camaraderie, ce mélange de danger extrême et d'humour burlesque qui rend chaque scène d'action à la fois tendue et joyeuse. Ebert a vu dans Gunga Din la joie pure du cinéma, un film qui se délecte de l'aventure, même s'il se confronte aux sombres héritages de Empire. Le sacrifice final, lorsque Din se révèle être un véritable héros, donne au film une touche douce amère. À chaque coup, chaque saut, il y a un rappel du pouvoir du film à émouvoir, à nous émouvoir et à nous unir dans l'émerveillement. Bullet. Il y a des poursuites en voiture. Et puis, il y a Bullet. Le film de Peter Yates est la référence absolue, une étude de la précision cool et de la solitude existentielle du héros d'action. Frank Bullitt, joué par Steve McQueen, est un homme de peu de mots, mais sa présence remplit chaque image. La ville de San Francisco devient à la fois son terrain de jeu et sa prison. La séquence de poursuite légendaire du film, avec des Mustangs et Chargers rugissantes traversant les rues escarpées de la ville, reste inégalée pour son réalisme, son montage dynamique, son sens du danger presque documentaire. Mais Bullitt est plus qu'une simple affaire de métal et de caoutchouc. C'est une méditation sur le professionnalisme, sur l'intégrité dans un monde où les lignes se brouillent et les loyautés changent.
Ebert a admiré comment Yates a gardé l'action ancrée, laissant le suspense et la géographie faire le travail au lieu de prendre des raccourcis avec des spectacles faciles. La violence, lorsqu'elle survient, est rapide, désordonnée et jamais glorifiée. Dans Bullet, la véritable action est interne, la tension entre le devoir et le doute, le coup de faire ce qui est juste quand le système est défaillant. Les canons de Navarone. La guerre est un chaos, mais les canons de Navarone y apportent de l'ordre, du moins pendant 2 heures palpitantes. Le film de J. Lee Thompson est à la fois une épopée de guerre classique et un thriller d'action en équipe, avec une équipe de spécialistes chargés de faire exploser une super arme de l'Axe sur une île grecque isolée. Le film est une leçon de suspense. Chaque obstacle, des falaises traîtresses aux patrouilles allemandes, est un nouveau test d'intelligence et de courage. L'action est méthodique, délibérée, construite autour du lent processus de préparation et de la tension à couper le souffle de l'exécution. Ebert a apprécié comment les canons de Navarone évitaient les héroïsmes faciles. Chaque personnage est imparfait, et chaque décision entraîne des conséquences. La trahison est possible à tout moment. Quand l'action explose, tirs de feu et défilés montagneux étroits, sabotage désespéré et forteresses caverneuses, les enjeux semblent mérités. Le film parle autant de confiance et de sacrifice que de pyrotechnie. En fin de compte, c'est un hommage aux actes de courage méconnus qui gagnent les guerres et aux lourds fardeaux que les héros rapportent chez eux. Yojimbo. Avec Yojimbo, Akira Kurosawa a offert au monde non seulement un chef-d'œuvre d'action, mais tout un sous-genre, l'anti-héros loup solitaire, qui manipule un monde devenu fou. Le Ronin sans nom de Toshiro Mifune erre dans une ville déchirée par des factions en guerre et entreprend de les démanteler avec esprit, stratégie et des éclats de brutalité. Combat à l'épée. L'action du film est souvent soudaine, choquante et profondément physique. Chaque mouvement de Mifune est une étude d'économie et de puissance explosive. Pourtant, Kurosawa infuse la violence d'un humour noir, d'ironie et d'une sorte de fatigue existentielle. Ebert admirait la façon dont Yojimbo faisait de l'action une extension du personnage. Le héros ne se bat pas pour la gloire, mais parce que le monde ne lui laisse guère le choix. Le style visuel du film, les rues balayées par le vent, les confrontations tendues et les scènes culminantes sous la pluie sont devenus instantanément iconiques. Yojimbo n'est pas seulement un film d'action. C'est une danse de stratégie, d'esprit et de fatalisme sombre. Son influence des westerns au noir est incalculable. Loup général. Avant le dialogue, avant la couleur, il y avait l'action pure, silencieuse, visuelle et ingénieuse. Le film The General de Buster Keaton est le sommet du spectacle de l'ère du cinéma muet. Une comédie sur la guerre civile qui transforme les locomotives en instruments de chaos, de synchronisation et de pure ingéniosité cinématographique. Génie. Johnny Gray de Keaton est un homme de principe, poursuivant sa locomotive bien-aimée à travers un enchaînement d'obstacles, de sabotages et d'évasions étroites. L'action est balistique, poursuite de train, pont qui s'effondre et cascade chronométrée avec la précision d'une montre suisse. Ebert s'émerveillait souvent du courage de Keaton. Il réalisait ses propres cascades, risquant sa vie et ses membres pour une blague ou un cri. Mais The General est plus qu'une simple comédie. C'est un témoignage de résilience, d'ingéniosité et de l'élan inexorable de l'espoir. Dans un monde d'effets modernes, la magie de Keaton perdure. Le frisson est aussi vif que jamais. Ben-Hur. S'il y a un film qui a redéfini les limites du spectacle d'action, c'est bien Ben-Hur. L'épopée de William Wyler est légendaire pour son ampleur. Les décors, les figurants, la course de chars tonitruante qui reste une référence pour l'admiration cinématographique. Le Judah Ben-Hur de Charlton Heston est un homme déchiré par le destin, l'injustice et le désir de rédemption. Chaque scène d'action, des batailles navales au contest de gladiateurs, est ancrée dans le personnel, les enjeux. La course de chars est une pure poésie cinétique. Chaque roue, chaque collision se ressent dans les os. Ebert a loué Ben-Hur pour son équilibre entre la grandiosité et l'humanité. Le film ne se limite jamais aux scènes spectaculaires. Il s'agit de la lutte pour la dignité, la foi et le pardon. Dans chaque choc d'armure, chaque battement de sabot, le cœur de l'histoire bat fort. Lawrence d'Arabie. Certains films d'action sont axés sur le spectacle. Lawrence d'Arabie porte sur la vision, à la fois celle de T.E. Lawrence et celle du réalisateur, David Lean. Lawrence de Peter O'Toole est un homme guidé par le destin et la contradiction. Son voyage à travers le désert infini est autant une affaire d'esprit que de corps. L'action du film se déroule à une échelle vaste et mythique, des charges de cavalerie qui balayent comme des tempêtes, des raids surprises à l'aube, la conquête d'Aqaba,
Pourtant, elle, le génie de Lean réside dans l'immobilité, l'attention silencieuse avant une attaque, le silence après la violence. Ebert a trouvé que Lawrence d'Arabie était l'une des grandes expériences cinématographiques, un film qui vous fait ressentir la chaleur, la soif, l'excitation de l'impossible. Ici, l'action est transcendance, chaque moment, une étape sur le chemin de la légende. L'étendue du désert, l'intimité du combat, tous deux sont rendus inoubliables. Les Sentiers de la gloire. Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick est un film de guerre, mais pas un film triomphant. C'est une accusation, un cri contre la machine de mort et une exploration de l'inutilité de l'action quand le monde lui-même est fou. Kirk Douglas mène une charge désespérée à travers le No Man's Land, une séquence aussi éprouvante que n'importe quelle autre au cinéma, non pas pour son spectacle, mais pour son honnêteté impitoyable. La violence ici n'est pas héroïque, elle est tragique, insensée, inévitable. Ebert a reconnu que Les Sentiers de la gloire est un film qui refuse le confort, qui force les spectateurs à affronter le véritable coup des ordres donnés à distance en toute sécurité. L'action est brève, choquante et dévastatrice. La véritable bataille, nous rappelle Kubrick, n'est pas sur le terrain, mais dans la lutte pour maintenir l'humanité face au pouvoir déshumanisant. Chaque coup de feu, chaque ordre, chaque larme est une blessure qui ne guérit jamais. La grande évasion. Il y a une excitation particulière que seul un grand film d'évasion peut offrir. Le sentiment d'espoir, de rébellion et d'ingéniosité face à des obstacles impossibles. La grande évasion est plus qu'un simple classique d'action. C'est une célébration de l'ingéniosité et de l'esprit indomptable des hommes qui refusent de se rendre, même lorsqu'ils sont emprisonnés derrière les lignes ennemies. Basé sur une histoire vraie, le film de John Sturges réunit un casting d'ensemble mené par Steve McQueen, dont le saut à moto par-dessus les barbelés est devenu instantanément légende. Pourtant, il ne s'agit pas seulement des prouesses héroïques d'un seul homme, il s'agit de la planification minutieuse, de la communication codée, des petits actes de défi qui mènent à une audacieuse quête de liberté. Ebert a admiré comment le film équilibrait la tension et la camaraderie. Les moments de calme et d'effort collectif comptent autant que les explosions d'action. Les séquences d'évasion sont habilement rythmées, chaque étape augmentant le suspense. Et lorsque l'action arrive, courir à travers le terrain découvert, creuser des tunnels dans la terre, esquiver les projecteurs, les enjeux semblent déchirants, réels. Ce que la lingerie n'est pas seulement l'exaltation, mais le coup, le courage face à la perte et la victoire teintée de sacrifice. La grande évasion est une action non pas comme un simple spectacle, mais comme la plus pure forme d'espoir. Les 12 salopards. Il y a des films d'action qui suivent les règles, et il y a ceux qui jettent les règles par la fenêtre. Les 12 salopards se revendiquent fièrement et joyeusement dans ce dernier camp. Un film sur des marginaux, des anti-héros et le chaos sauvage qui éclate lorsque vous lâchez les guerriers les plus improbables dans une mission suicide. Lee Marvin mène les 12 en question, des prisonniers à qui l'on offre une chance de rédemption, ou du moins de survie, s'ils acceptent une mission que personne d'autre n'osera entreprendre. L'action est brute, incessante et non polie, embuscades dans les bois, combats au corps à corps brutaux, explosions déchirant la nuit. Ebert a savouré l'énergie effrénée du film. On sent que tout peut arriver et que l'héroïsme émerge souvent des endroits les plus inattendus. Les 12 salopards est une étude d'anarchie organisée, avec un casting qui semble réel, imparfait, abrasif et vivant. L'assaut final du film est l'une des séquences les plus intenses et prolongées du cinéma des années 1960, construisant une tension à son paroxysme et refusant toute facilité. Sortie. C'est un film qui nous rappelle que parfois, la seule manière de gagner est d'embrasser le chaos, de briser les règles et de trouver du courage dans le désespoir. Shane. Il y a peu d'images dans le cinéma américain plus emblématiques qu'un cavalier solitaire se dirigeant vers les montagnes. Son travail achevé, sa place dans le monde jamais assurée. Shane est le film d'action western par excellence, mais sa véritable puissance réside dans le calme entre les coups de feu, les moments de désir, de décence et de tristesse qui hantent la frontière. Le Shane d'Alan Ladd est un homme défini par la retenue. Il ne veut pas de violence, mais il la porte avec lui comme une ombre. L'action, lorsqu'elle survient, est frappante par sa rapidité. La mise en scène de George Stevens souligne le poids de chaque tir, de chaque coup, de chaque sacrifice. Ebert a noté combien l'action du film n'est jamais gratuite. C'est le dernier recours. La réponse inévitable à un monde qui ne laisse pas les hommes comme Shane échapper à leur passé. Les conflits entre les colons et les barons du bétail sont ancrés dans l'histoire réelle, mais Shane les transforme en mythes, sans jamais nous laisser oublier le coût humain.
Le dernier duel au pistolet. Légendaire non pas pour son nombre de victimes, mais pour son sens de la finalité, de l'innocence perdue. Shane est un film d'action qui pleure autant qu'il passionne, entrant à jamais dans la légende et la mémoire. Rio Bravo. Toute grande action ne provient pas forcément d'un mouvement incessant. Parfois, la plus grande tension se trouve dans l'attente et le fait de tenir bon lorsque tout est contre vous. Rio Bravo, de Howard Hawks, est le film de siège par excellence. Un western d'action où le drame se trouve autant dans les espaces entre les balles que dans les fusillades elles-mêmes. Le shérif John T. Chance, incarné par John Wayne, est un modèle de courage stoïque, tenant sa petite prison contre l'armée d'un baron terrien corrompu, rejoint par un groupe disparate qui comprend un ivrogne, un jeune flingueur et un vieil homme rusé. L'action est méthodique, guidée par la stratégie et le caractère. Chaque fusillade est une libération de tension. Chaque fuite étroite est gagnée par le courage et le partenariat. Ebert admirait la façon dont Hawks trouvait l'héroïsme, le travail d'équipe et la patience dans le courage de tenir bon, plutôt que de simplement surpasser en puissance de feu. La camaraderie, la musique, le suspense, tout cela mène à un final aussi satisfaisant par son dénouement émotionnel que par son feu d'artifice. Rio Bravo prouve que le cœur de l'action ne réside pas seulement dans le spectacle, mais dans le caractère, la loyauté et le courage silencieux de ceux qui refusent de course. Est-ce que votre favori est sur la liste ou avons-nous oublié un classique? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous aimez ce décompte des légendes de l'action, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de plongées passionnantes dans les films chaque semaine. Votre soutien maintient notre passion pour le cinéma vivante et alimente la recherche du prochain grand film. Aventure. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, dans le monde du cinéma, l'action ne s'arrête jamais.